J'étais là, debout dans la salle d'audience, alors que l'avocat de mon ex-mari m'attaquait sans ménagement. Elle est financièrement instable. Elle a du mal à offrir à ses enfants un foyer stable, sans parler d'une nourriture ou de vêtements adéquats. A-t-elle déclaré, sa voix résonnant de dédain. Pourquoi lui accorder la garde des enfants? J'étais en proie à un tourbillon d'émotions, mais je restais calme en apparence. Je sentais les tremblements de mes paumes. Je ne voulais pas qu'il me voie m'effondrer. Le juge a semblé considérer les arguments de l'avocat, hochant lentement la tête. C'était comme si l'air de la pièce s'était épaissi, rendant la respiration difficile. Mes pensées se sont tournées vers mes enfants, Mia et Finn. Quel serait leur avenir s'ils étaient confiés à un homme dont les motivations étaient moins l'amour que le désir de contrôler? Financièrement, j'étais dépassée. Ses ressources lui permettaient d'avoir la meilleure défense juridique possible, et moi, je n'avais presque rien. Pourtant, j'étais là à me battre bec et ongle pour mes enfants avec le peu que j'avais. Soudain, alors que j'étais prisonnière d'un silence obsédant et que mes pensées s'emballaient, mon fils de 8 ans s'est levé. « Maman !» a-t-il crié, suffisamment clairement pour que toutes les oreilles de la pièce puissent l'entendre. Je peux montrer au juge la lettre que j'ai découverte dans le bureau de papa. Toutes les personnes présentes dans la salle d'audience se sont tournées vers lui. Le visage de mon mari s'est crispé et son avocat est resté momentanément stupéfait. Même le juge s'est arrêté, choqué par cette interruption. Je n'avais connaissance d'aucune lettre. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais je fis un signe de tête à mon fils. Alors que Finn s'approchait du juge, serrant la mystérieuse lettre, l'atmosphère changea radicalement. La vie n'a pas toujours été une telle bataille qu'il dans les salles d'audience, étouffée par la peur de parler. Il fut un temps où l'assurance était ma seconde nature. J'étais dynamique, j'aimais ma carrière, j'étais entourée d'amis et je débordais de rêves. Mais après avoir épousé Eric, les changements ont été progressifs avant de me submerger soudainement. À nos débuts, il était plein de charme et de générosité, avec des promesses qui m'ont fait perdre pied. Il m'a convaincue que je ne devais pas travailler, que ma place était à la maison avec nos enfants pendant qu'il s'occupait de nos finances. Il m'a dit un jour « Tu en as assez fait, tu mérites de te reposer ». Je n'ai pas réalisé le coût de mon acquiescement, mon indépendance, ma voix et même mon filet de sécurité. Je me suis effacée dans l'arrière-plan de ma propre vie. Après la naissance de Finn, Eric était devenu plus froid, plus critique. Chaque dépense que je faisais était examinée à la loupe. Un simple achat à l'épicerie m'aurait valu des heures de silence glacial s'il n'avait pas été fait sous son regard. Les suggestions de travail à temps partiel se heurtaient à des refus, car nous n'avions pas besoin de mes revenus, mais seulement de ma présence à la maison. Lorsqu'il est parti, j'étais dépouillée, pas d'économie, pas d'avocat, pratiquement pas de soutien. Il s'est rapidement assuré les services d'un avocat et a supprimé nos comptes communs, me laissant sans ressources. Je n'ai découvert la solidarité que dans les longues files d'attente du bureau public d'aide juridique, en serrant un dossier rempli de preuves de notre vie de fortune. Reçu, photos de Mia et Finn partageant des repas dans des assiettes de fortune, parce que notre évier était plein à craquer de vaisselle non lavée. Nous vivions modestement dans un appartement exigu, mes nuits étant consacrées à des emplois mal payés pour nous maintenir à flot. Nous n'avions aucun luxe. Un abonnement téléphonique de base était tout ce que j'avais, en priant pour qu'il ne soit pas coupé en cas d'urgence. La lessive se faisait à la main dans notre baignoire, avec de l'eau chaude obtenue en bricolant des casseroles sur la cuisinière. Finn et Mia se sont adaptés sans se plaindre, chantant et jouant, leur résilience étant mon seul réconfort. Lorsqu'Eric a demandé la garde complète des enfants, me dépeignant comme une mère inapte dans ses documents soigneusement calculés et les images immaculées de sa maison, j'ai senti le poids de ses prouesses juridiques nous viser directement. Mais j'avais rassemblé mon propre petit arsenal. Dossier scolaire, historique de nos loyers impeccables, jusqu'à la tenue que je portais au tribunal. Un mélange d'objets empruntés et de détermination. Alors que nous montions les marches du palais de justice ce matin-là, la main de Finn dans la mienne, sa petite voix a brisé le silence. « Tout va bien se passer, maman ?» J'ai esquissé un sourire, bien que tendu. « Oui, mon amour, tout va bien se passer. » Cependant, la clarté n'était pas mon allié aujourd'hui. Dans les profondeurs de l'incertitude, une vérité me soutenait. Je chérissais mes enfants. L'expérience m'avait appris la dureté des privations et l'art de donner la priorité à leurs besoins. Je connaissais les sanglots silencieux étouffés par la porte de la salle de bain après l'heure du coucher pour m'assurer que leur monde ne soit pas perturbé.
Je me suis efforcée sans relâche d'ancrer leur sentiment de sécurité au milieu de notre réalité turbulente. Assise dans la salle d'audience, je gardais une posture rigide, les yeux rivés vers l'avant. Derek se dérobe à mon regard. La voix de son avocate perce l'air, énumérant mes carences. Manque de ressources financières, logement instable, moyens de transport incohérents. Elle souligne que les chaussures de mon fils sont en lambeaux, que ma fille manque souvent le petit déjeuner à l'école. Il ne s'agissait pas de négligence, mais de pauvreté. La pauvreté est une situation qui n'est pas criminelle mais qui s'en rapproche dangereusement, a-t-elle laissé entendre. Ma gorge s'est serrée sous l'effet de protestations réprimées. J'avais envie de répliquer. Où étiez-vous lorsque je sacrifiais mes dîners au profit des céréales du matin, quand j'ai mis en gage mon alliance pour m'offrir des manteaux d'hiver? Pourtant, je me suis retenue, consciente que l'expression de la colère au tribunal pouvait être interprétée à tort comme de l'instabilité. Le lent hochement de tête du juge semblait confirmer chaque accusation, enfonçant un peu plus mon cœur. Alors que le désespoir s'emparait de moi, une légère traction sur ma manche me ranima. C'était Luca, mon courageux petit garçon, ses grands yeux inquiets, qui demandait doucement « Maman, je peux parler au juge ?» Le froid dans la salle s'est intensifié lorsque l'avocate de Derek, Carlene, a commencé son discours. Sa démarche confiante et son ton assuré semblaient faire écho à une centaine de victoires passées. Elle a commencé à brosser un tableau sévère et impitoyable de ma vie qui s'est répandu dans la salle d'audience dans le but de m'embarrasser et de me rabaisser. Ces mots durs décrivaient une vie dépourvue de stabilité. Pas d'emploi permanent, des aides financières sporadiques, la vie dans des logements temporaires, un environnement peu propice à l'éducation des enfants, selon elle. Je n'ai pas jeté un coup d'œil à Derek. Il était facile d'imaginer son visage, impassible et détaché, observant le déroulement des événements comme s'il n'avait aucune responsabilité. Pourtant, il était l'architecte de ma déchéance financière, ayant vidé notre compte commun juste avant de nous abandonner, ne contribuant aux dépenses que lorsque cela correspondait à son image. Néanmoins, aucun de mes efforts ou de mes combats n'a semblé avoir de poids dans cette pièce. Les preuves présentées au juge étaient des documents et des photographies du point de vue de Derek, montrant sa maison immaculée, sa cuisine bien garnie et ses projets d'école privée. Carlene a méthodiquement trié ses dossiers, affichant mes relevés bancaires avec dédain, comme s'il s'agissait d'étaler du linge sale. « Votre honneur, affirme-t-elle, mon client offre un environnement cohérent et sûr. Les enfants ont leur propre chambre, des repas réguliers, une nounou. » Pendant ce temps, elle a brossé un tableau sombre de ma vie, ignorant la détermination pure et simple qui m'a fait accepter n'importe quel emploi disponible, souvent payé au noir, alors que je jonglais seule avec la garde de mes enfants. Elle a omis le fait que j'avais rapidement résolu le problème de loyer qu'elle avait mis en évidence, ou que j'avais liquidé presque tout ce qui avait de la valeur pour nous assurer de la nourriture. Le juge n'a pas répondu immédiatement, son regard s'attardant sur les documents comme s'il corroborait une hypothèse déjà formée, à savoir que mes efforts, bien que sincères, n'étaient pas suffisants. Je voulais désespérément plaider ma cause, expliquer tout le contexte, mais on m'a mise en garde contre le risque de paraître trop sur la défensive, trop émotive, trop n'importe quoi. Je suis donc restée assise en silence, engloutie dans un mélange de honte et de fureur silencieuse, mes doigts griffant le bord de la chaise. À côté de moi, Aria griffonnait tranquillement avec un crayon émoussé, tandis que le regard de Luca se posait sur Derek, ses yeux se rétrécissant dans une accusation silencieuse. Puis vint la remarque de Carlene, tranchante et dévastatrice. Pourquoi devrait-elle avoir les enfants si elle n'a même pas les moyens de s'en occuper? Les mots se sont répercutés en moi, un écho cruel dans les creux de ma détermination. Pourquoi le ferais-je? Ma vision s'est brouillée sous l'effet des larmes non versées. Ma vie, austère sur le papier, n'avait pas l'éclat de la prospérité. Pas de nouvelles tenues, pas de déjeuner gastronomique, pas d'indulgence extrascolaire. Pourtant, tous les soirs, j'étais là, apaisant les peurs, chassant les ombres, leur gardienne constante et inébranlable. Et je restais assise tard dans la nuit, réparant leurs vêtements déchirés avec des patchs parce que l'achat de nouveaux vêtements était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Rien de tout cela n'avait d'importance pour le tribunal. À leurs yeux, je n'étais qu'un numéro de plus. Un numéro que je ne pouvais pas fournir. Le regard du juge s'est fixé sur moi, le visage empreint de scepticisme. Alors qu'il entr'ouvre les lèvres pour parler, une légère traction sur ma manche l'interrompt. Mon fils Luca,
dont la voix dépasse à peine un murmure, demande « Maman, est-ce que je peux montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa ?» Confuse, je réponds « Quelle lettre ?» Mes yeux se sont écarquillés lorsqu'il a sorti de sa poche un morceau de papier froissé. Une vague de froid m'envahit. L'atmosphère dans la salle d'audience a changé lorsque Derek s'est redressé et que les yeux de Carla se sont portés vers sur le papier dans la main de Luca. « Lucas, qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je. Il ne m'a pas répondu, mais s'est tourné vers le juge et lui a demandé « Puis-je vous donner ceci, monsieur ?» Le juge, visiblement surpris, a acquiescé et lui a fait signe d'avancer. Lucas a traversé l'allée, passant devant des expressions stupéfaites, et a présenté la lettre au juge des deux mains. Un silence troublant s'installe dans la salle. Derek commença à transpirer. Carla se pencha, chuchotant avec insistance, son calme précédent s'effritant. Le juge déplia soigneusement la lettre et, au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son expression passa de la perplexité à l'illumination, puis à la sévérité. Il fixa ses yeux sur Derek. « Monsieur Marot, commença-t-il, voudriez-vous expliquer ce document ?» À ces mots, l'air de la salle d'audience semble s'épaissir. Les yeux de Derek s'ouvrent. Il bégaya pour former des mots, mais aucun ne vint. Les chuchotements de Carla s'intensifient. De toute évidence, le contenu de la lettre était crucial. Je me suis penché, mon rythme cardiaque s'accélérant, pour tenter de déceler le moindre indice dans le comportement du juge. Tenant la lettre avec précaution, il la lut à haute voix. À Derek Marot, de la part d'El Baker, CPA, objet, manœuvre financière stratégique pour la préparation du divorce. Pause. Il regarde la salle d'audience, puis revient à Derek. Cette lettre détaille un plan élaboré 3 mois avant votre demande de divorce. Il y est question de la création de comptes à l'étranger et de sociétés écrans, ainsi que de la manipulation des revenus déclarés afin d'influencer sur l'issue des batailles pour la garde des enfants et la pension alimentaire. On y lit notamment assurer la garde principale à tout prix, mais au minimum, apparaître financièrement compétent et moralement intègre pour limiter ses recours légaux. Il cesse de lire. Le silence qui suivit fut presque physique, oppressant et chargé de jugement. Tous les regards se fixent sur Derek. Même Carla, qui avait toujours semblé invincible, paraît choquée. Elle se tourne lentement vers lui, son murmure est presque audible. « C'est vrai. » Je suis restée clouée sur place, prise entre le choc et une colère grandissante. Même si j'avais toujours soupçonné Derek d'être manipulateur en matière de finances, le fait que cela soit confirmé d'une manière aussi publique et officielle était stupéfiant. Le juge a posé la lettre proprement et s'est adressé à Derek avec sévérité. « Vous avez délibérément induit le tribunal en erreur. Vous avez tenté d'influencer l'issue de ce procès par des subterfuges financiers. Ce document est une tentative calculée d'utiliser votre richesse et votre tromperie pour éloigner ces enfants de leur mère. » Derek se lève brusquement. « Cette lettre est périmée. Elle n'a jamais été suivie des faits. Elle n'est pas pertinente. »« Asseyez-vous, monsieur Marot, » a ordonné le juge, le réduisant au silence avec son ton décisif. Ma fille, Aria, a momentanément levé les yeux de son carnet de croquis et m'a tendu la main. Je l'ai entourée de mon bras sans quitter le juge des yeux. Il s'est alors tourné vers moi. « Mademoiselle Miro, étiez-vous au courant de cette lettre avant aujourd'hui ?»« Non, votre honneur, » ai-je réussi à dire, la voix étranglée. « Et c'est votre fils qui l'a découverte ?» J'ai hoché la tête. « Oui, il n'en a pas parlé jusqu'à aujourd'hui. » Lucas m'a alors regardé, les yeux pleins d'espoir. J'ai pensé que cela pourrait nous aider. Je l'ai trouvé en cherchant ma tablette chez papa. Je ne voulais pas faire d'histoire, je ne voulais pas qu'on perde. Le juge l'a regardé en silence pendant un long moment, puis son expression s'est légèrement adoucie. « Vous avez fait ce qu'il fallait, jeune homme, » affirme-t-il. Il s'adresse ensuite à Carla. « Je vais examiner attentivement ce document et suspendre la procédure pour mener une enquête complète sur les finances de monsieur Marot. Pendant ce temps, la garde principale sera... » Madame Marot conserve la garde et le temps parental du défendeur est temporairement interrompu en attendant une solution plus approfondie. Ces mots solennels ont dérivé jusqu'à moi comme des feuilles tombant lentement sur le sol. Mes oreilles les ont perçus, mais il a fallu quelques instants pour que leur gravité perce à travers le choc. Mes jambes ont vacillé sous le poids de leur importance et je me suis effondrée sur le siège le plus proche, serrant mes enfants contre moi. Carla Dean est restée stoïque, les lèvres bien alignées, les bras croisés et scellés par la tension. Le silence était son seul recours. Tout argument maintenant serait futile.
Derek est resté immobile, une figure statuaire de résignation. Après le départ du juge, l'huissier clôtura officiellement la séance. Sortant de ma transe par la seule nécessité de me réconforter, j'ai entouré mes enfants de mes bras, m'ancrant dans leur présence. Est-ce que j'ai causé des problèmes? La petite voix de Luca rompit le silence. Non, mon amour, le rassurai-je doucement. Tu as été courageux. Son hochement de tête silencieux en disait long sur la compréhension qu'il avait de son âge. J'ai alors pris conscience de l'immense fardeau qu'endurent les enfants et de la résilience nécessaire pour exprimer des vérités douloureuses. La bataille au tribunal était loin d'être terminée, mais ce moment était teinté d'une essence différente, comme si la balance de la justice penchait, même légèrement, vers l'équité. En sortant de la salle d'audience, chaque pas m'a semblé surréaliste, porté par une lueur d'espoir, alors que l'écho des déclarations du juge se répercutait en moi. Il avait interrompu la procédure, mis de côté les droits parentaux de Derek et, surtout, il avait écouté. Dehors, l'air vif nous mordait le visage. Lucas s'est arrêté pour arranger le manteau d'Aria, faisant preuve d'un soin qui démentait son âge. Envahi par un profond sentiment de gratitude, je l'ai regardé, les mots de remerciement se dissolvant sur ma langue pour sa bravoure qui dépassait celle des adultes toujours là. Quelques jours plus tard, une enquête rigoureuse sur les finances de Derek a commencé. Madame Trent, l'enquêtrice désignée, était méticuleuse et ne m'a jamais sous-estimée. Elle s'est penchée sur les détails, a examiné les déclarations financières antérieures et a cherché à obtenir une transparence totale, ce que Derek semblait redouter. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, un écheveau de tromperie a commencé à se dévoiler. Des comptes cachés, des transferts obscurs et des flux financiers dissimulés ont dressé le tableau d'une évasion calculée. À chaque révélation, ma foi en mes perceptions, obscurcie par des années de doute et de manipulation, commençait à s'estomper. Au moment de l'audience finale, armé d'une nouvelle détermination et d'une tenue modeste mais significative, j'ai senti revenir un semblant de pouvoir. La présence de Derek s'était estompée, sa bravade habituelle avait été remplacée par la sombre réalité dans laquelle son avocat devait désormais naviguer. La salle d'audience, qui était auparavant un lieu d'incertitude anxieuse, avait désormais une atmosphère différente. Le juge n'a pas perdu de temps pour présenter ses conclusions. Ce tribunal trouve des preuves significatives de tromperie financière délibérée, visant à fausser cette procédure. De telles actions ne servent pas l'intérêt supérieur des enfants concernés, a décrété le juge, reportant son regard sur moi avec un hochement de tête en guise de reconnaissance. Au vu de ces conclusions, le tribunal accorde à Baba Marot la garde complète de Luca et Aria. Monsieur Marot sera également redevable d'une pension alimentaire antidatée et n'aura que des visites surveillées jusqu'à une nouvelle évaluation. Le moment était profond et pourtant j'ai retenu mon souffle, m'attendant à moitié à un retournement de situation. Mais l'ordonnance a été signée, le marteau a été frappé et une jubilation tranquille a envahi l'espace autour de nous. L'étreinte joyeuse d'Aria et la poigne ferme et rassurante de Luca m'ont dit tout ce que je devais savoir. Ce soir-là, notre simple célébration de crêpes et de musique n'était pas seulement de la joie, c'était une déclaration de nouveau départ, solide et pleine d'espoir. Dans notre petite cuisine confortable, les rires résonnaient dans la pièce, rebondissant sur les murs et remplissant l'espace de joie. Je me suis retrouvée assise par terre, chacun de mes enfants niché sur mes genoux. Aria fredonnait un air, tandis que Luca était occupé à griffonner sur un carnet de croquis. En jetant un coup d'œil, j'ai remarqué son dessin, une simple représentation d'une maison avec 3 personnages en dessous et au-dessus les mots griffonnés « La maison, c'est là où se trouve maman ». Cette lettre qu'il a découverte était plus qu'une simple preuve. Elle était une lueur d'espoir, un passage d'un monde de terreur à un autre qui respirait la tranquillité. Luca aurait pu la cacher, la jeter ou la négliger. Pourtant, il a choisi de défendre la vérité. À 7 ans à peine, mon fils distinguait le bien du mal. Au milieu d'une mer d'adultes dans la salle d'audience, c'est lui qui s'est dressé avec courage. Une demi-année s'est écoulée depuis notre journée au tribunal et mes pensées reviennent souvent à ce moment-là. Je me souviens non seulement de la décision favorable du juge ou de l'expression étonnée de Derek, mais aussi de la force d'âme silencieuse qui nous a portés jusqu'au bout. Cette force ne provenait pas de la puissance ou de la richesse, mais d'un amour pur et inflexible. Un amour qui persiste même lorsque tout le reste a échoué. Après le verdict, notre vie ne s'est pas miraculeusement améliorée. J'ai continué à travailler de façon intensive. Chaque sortie shopping était minutieusement calculée jusqu'au dernier centime. La recherche de bonnes affaires et la collecte de coupons
faisaient toujours partie de notre routine, et les luxes qui semblaient ordinaires à d'autres familles étaient souvent hors de notre portée. Cependant, la peur persistante s'était dissipée. Il n'y avait plus de menace imminente prête à tout emporter. Derek a essayé de reprendre un semblant de contrôle en tentant de réduire ses paiements de pension alimentaire et en contestant les contraintes imposées en matière de visite, mais les preuves irréfutables et le soutien judiciaire ferme ont rendu ses efforts vains. Il a assisté à quelques visites programmées avant de cesser toute tentative. J'ai épargné aux enfants les complexités, partageant seulement ce qu'ils avaient besoin de comprendre, que leur père n'était pas prêt à offrir de la constance et qu'il méritait dans des personnes qui le faisaient. Lucas évoquait de temps en temps la lettre. Un soir tranquille, pelotonné sur le canapé, il a exprimé son inquiétude. « Est-ce que j'ai des problèmes pour l'avoir prise ?» Je l'ai rassuré en secouant fermement la tête et en le regardant droit dans les yeux. « Non, mon chéri, tu as été courageux. Tu as défendu la vérité au moment le plus crucial. » Il a semblé comprendre la gravité de ses actes et a reposé sa tête contre mon épaule. Cette interaction m'a rappelé brutalement les fardeaux invisibles que portent les enfants. Il avait protégé ce document pendant des semaines, attendant le bon moment pour s'exprimer, choisissant la droiture sans y être invité. J'ai commencé à assister à des séances de conseil. Au début, le fait d'exprimer mes difficultés me paraissait étranger et reconnaître à haute voix la gravité de ce que nous avions enduré était décourageant. Pourtant, la guérison passe par l'ouverture d'esprit. Plus je parlais, plus je comprenais à quel point j'avais intériorisé la honte, la culpabilité et la croyance erronée que la pauvreté était synonyme d'échec personnel. Mon conseiller a mis en lumière une vérité que j'avais négligée. Je n'étais pas faible parce que j'étais confrontée à des difficultés. J'étais résiliente parce que je les avais endurées, parce que j'avais conservé un foyer, parce que je m'étais représentée au tribunal sans assistance juridique, parce que j'avais toujours donné la priorité aux besoins de mes enfants. Une percée s'est produite un week-end lorsque j'ai obtenu un emploi à temps partiel dans un bureau qui, malgré son manque d'attrait, offrait une stabilité et des avantages. J'ai investi dans un ordinateur portable pour suivre des cours en ligne le soir, dans le but d'obtenir une certification en comptabilité, une compétence que j'avais toujours possédée, mais que je n'avais jamais envisagée comme un plan de carrière viable. Les enfants, eux aussi, ont commencé à s'épanouir. Aria a trouvé une nouvelle confidente à l'école maternelle et est devenue plus expressive et plus sûre d'elle, comme l'a remarqué son enseignante. Lucas s'est plongé dans le club d'art de l'école et a fièrement exposé l'une de ses œuvres, un arbre robuste aux racines tentaculaires dans le couloir, légendé d'un seul mot, grandir. Et c'est ainsi que nous grandissons. Le progrès n'est pas toujours rapide ou sans effort, mais il est constant. Chaque semaine, nous nous éloignons un peu plus de la peur et nous nous rapprochons de la sérénité. Parfois, les gens se demandent comment j'ai pu rester calme pendant la procédure judiciaire, comment j'ai pu ne pas m'effondrer. La vérité, c'est que j'ai failli le faire. J'ai failli le faire. Mais en tant que mère, lorsque l'avenir de vos enfants est en jeu, vous trouvez la force de continuer. Non pas parce que c'est le choix le plus facile, mais parce que l'abandon n'est tout simplement pas une option. Cette histoire a commencé dans une salle d'audience où l'on m'a accusée de ne pas être à la hauteur en raison de ma situation financière, mais elle s'est transformée en un voyage de dépassement, d'espoir et d'amour maternel sans relâche. Être un parent exemplaire. La révélation est venue de la source la plus inattendue. Un jeune enfant, calme mais ferme, incarnant l'essence de l'amour et de la bravoure. Notre victoire n'est pas due à la richesse, à l'influence ou à des façades impeccables. Nous avons triomphé grâce à une sincérité pure, une gentillesse sans faille et un esprit inébranlable, même face à des défis apparemment insurmontables. L'une des leçons essentielles que j'ai retenues est que la justice n'est pas toujours rapide, mais qu'elle est accessible. Souvent, elle fait son entrée subtilement, comme une note discrète serrée dans la main d'un enfant, présentée avec un courage pur et une sincérité sincère. Ce jour-là m'a marqué une profonde transformation. Il n'a pas seulement modifié la procédure judiciaire dans une salle d'audience, mais il a résonné profondément en moi, ravivant mon esprit. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de subir la vie pour la vivre véritablement. Si ce récit résonne en vous, s'il fait écho à l'audace silencieuse nécessaire pour persévérer dans l'adversité, prenez un moment pour regarder cette vidéo. Diffusez le message en le partageant avec quelqu'un qui pourrait trouver du réconfort dans le fait de savoir qu'il n'est pas isolé. Vos commentaires sont les bienvenus. Parents, combattants, partisans de la vérité et de la justice,
J'apprécie vos points de vue et vos interactions. Je lis chaque réponse avec diligence. Pour d'autres récits sincères sur l'endurance, la compassion et les batailles que nous menons pour ce qui est vraiment important, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous cultivons une communauté qui reconnaît les individus au-delà de leurs batailles. Merci de nous rejoindre et de partager notre vision.